Salut à tous, donc du coup ouais, je vais vous faire la vidéo sur le niveau du top 10. C'est un sujet qui m'intéresse pas mal ces derniers temps avec le fait que Rafa soit au port du top 10, que Federer va le quitter, que Raonic au numéro 4 mondial et tout ça. Euh, et surtout le niveau du tennis d'une manière générale. Je me suis amusé à comparer. Aujourd'hui, là, si on prend à l'heure actuelle, le top 10 à la race, il est le suivant. Vous avez dans le top 10, donc en 1 Djoko, en 2 Murray, en 3 Wawrinka, en 4 Raonic, en 5 c'est Nishikori, en 6 c'est Monfils, en 7 c'est Rafa, 8 c'est Tim, 9 c'est Berdych et 10 c'est Goffin. Voilà, donc le top 10 il est comme ça, en sachant que Rafa est blessé. Voilà. Donc évidemment, je vais pas parler en termes de niveau de tennis de Djokovic et Murray parce que évidemment eux, en termes de niveau de tennis, on est sur des top players. Djoko, c'est clairement un des meilleurs tennisman de l'histoire. En termes de niveau de jeu, ce qu'il fait depuis 4 ans, c'est absolument magnifique. Cette année, jusqu'à Roland-Garros, il proposait un tennis encore une fois qui était vraiment incroyable, avec un style très particulier où Djoko, il est plus c'est un peu pour moi le Mourinho du tennis, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans une construction de points, il est dans la destruction de ce que va proposer son adversaire. Tactiquement, c'est extrêmement fort ce qu'il fait. Voilà, qu'on lui propose en face, il trouve toujours une réponse tactique. Je pense que tactiquement, c'est un gars qui a... Vous savez, au basket, on parle souvent de QI basket. Je pense que Djoko, en termes de QI tennis, c'est un truc de fou. Super intelligent. Murray, évidemment, on parlera pas de son niveau non plus parce que c'est un top player. Peut-être pas, il fait peut-être pas partie des plus grands de l'histoire, mais en termes de niveau de jeu, il est numéro 2 mondial, il n'y a rien à dire. Moi, ce qui me gêne, c'est à partir du numéro 3 mondial. Je vous en ai déjà parlé brièvement dans la vidéo précédente, mais Wawrinka numéro 3 mondial, moi, ça me chagrine. Après une saison pareille, l'année dernière ou il y a 2 ans qu'il soit numéro 3 mondial, sincèrement ça m'aurait pas choqué. En termes de niveau de tennis, ça aurait été totalement logique, totalement mérité. Cette année, je trouve que ça montre la faiblesse du top 10 cette année, quoi. Vous enlevez les deux premiers là qui se font la bataille pour le numéro 1 mondial et qui sauvent la saison un peu de tennis. Vous enlevez ces deux-là, cette année c'était une année compliquée en termes de qualité de tennis. Je pense qu'on n'a eu aucun match, c'est même pas je pense, j'en suis sûr et certain. On n'a eu aucun match de malade. Si vous prenez tous les ans vous avez eu des matchs de fou. 2008 c'est le Nadal Federer de Wimbledon. 2009 vous avez le Roddick Federer de Wimbledon encore. 2010 vous avez le Nadal Djokovic de l'US Open. 2011 encore Nadal Djokovic à l'US Open. 2012, vous avez le Nadal Djokovic encore en Australie. Bref, tous les ans, on avait des matchs de mutants. Cette année, on n'en a pas eu. Franchement, on n'en a pas eu. On n'a pas eu de match où. Moi, il n'y avait aucun match où je suis sorti du match en me disant putain, là, je viens d'assister à un moment de sport, un moment de tennis historique. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Des années, franchement, 7-8 ans. Et ça relate bien, je pense, un, la domination de Djokovic pendant 6 mois, et deux, le désert de Gobi qu'on a eu derrière en termes de qualité de tennis. Ouais, franchement, ouais, c'est assez triste. Wawrinka numéro 3, avec une saison qui est vraiment pas une bonne saison, mais bon, il prend 2000 points, il doit avoir 3000 ou 4000 points à la race, à vérifier. Sur les 4000 points qu'il a à la race, il en prend la moitié sur un seul tournoi, qui est l'US Open, qui va gagner. Raonic numéro 4 mondial, franchement, j'ai envie de pleurer. Tennistiquement, c'est le mec. Je vais essayer de pas être méchant et de pas être vulgaire, mais franchement, à regarder, c'est une purge. Franchement, un match de Raonic, honnêtement, je regarde jamais. Les seuls matchs que je vais regarder, c'est quand il joue contre Nadal, parce que je vais regarder Nadal. Mais aujourd'hui, Raonic, les seules fois que je l'ai vu jouer, même à Wimbledon, où c'est son jardin, où c'est la surface qui lui permet de mieux mettre son tennis en place, je me suis fait chier un truc de fou. Donc voilà, Nishikori qui est 5e mondial, il est plutôt à sa place. Là, il n'y a pas de souci. Mon fils 6e, c'est pareil, qu'est-ce qu'il a fait cette saison? Pas grand-chose, il est 6e mondial. Rafa 7e, qui sans ses blessures aurait été top 4 sans problème. Tim qui est 8e. Pareil, Tim cette année, il n'a pas envoyé du rêve. Hein. Tim 8e, Berdych qui reste dans le top 10 alors qu'il fait une saison catastrophique. Et Goffin qui est 10e mondial, donc ce top 10 là, sincèrement, je me suis amusé. J'ai comparé avec le top 10 en 2005, j'ai pris 2005 parce que c'est l'année de l'éclosion de Rafa. Le top 10 de 2005, si on compare au top 10 de cette année, ça a une autre gueule. Hein. Donc le numéro 1 mondial c'est Federer, évidemment. Numéro 2 c'est Rafa, qui est numéro 2 après Roland Garros. Numéro 3 c'est Roddick,
qui est ancien numéro 1 mondial. Numéro 4, c'est Witt, ancien numéro 1 mondial. Numéro 5, c'est Davydenko, qui était à un niveau franchement énorme. Numéro 6, c'est Nalbandian. Numéro 7, c'est Agassi, ancien numéro mondial. Numéro 8, c'est Guillermo Coria, franchement super joueur de terre battue qui nous a livré des matchs avec Rafa absolument merveilleux. Numéro 9, c'est Ivan Lubicic, pareil, super joueur qui a été numéro 1 mondial, numéro 2 mondial, qui fait une demi-finale ou un quart de finale contre Rafa à Roland-Garros. Et numéro 10, Gaston Gaudio, encore un spécialiste de terre. Vous comparez les deux top 10, sincèrement, je me dis que le tennis c'était mieux en 2005. On n'avait pas encore Djoko dans ce classement-là, mais dès 2006-2007, il y apparaît. Juste à titre d'information, juste pour que vous ayez une petite idée de ce qui suit derrière. Derrière, vous avez Marat Safin qui est pas dans le top 10, vous avez David Ferrer qui est pas dans le top 10, vous avez pas mal de joueurs qui sont entre la 10e et la 20e place mondiale, qui seraient largement dans le top 10, et dans le top 5 qu'on a cette année. Hein. Donc voilà, et puis aussi ça m'amène à m'interroger sur le style de tennis qu'on a. Quand je regarde le top 10 de l'époque, je vois qu'on a quand même pas mal de joueurs qui jouent au tennis, qui proposent quelque chose. Autre chose que je serre et je tape comme un bourrin et je propose rien tactiquement. Parce qu'on a quand même Nalbandian, Davydenko et Witt, Agassi qui sont dans ce top 10 là. Quand je vois aujourd'hui, vous avez quoi? Vous avez, à part Djoko et Murray qui ont un semblant de tactique, les autres c'est je tape fort. Je tape fort et je tape fort et si ça rentre pas, je tape encore plus fort. Et si ça rentre pas, je vais perdre mon match et puis tant pis, j'aurai pas de plan B. Voilà. Parce que Raonic, il a pas de plan B. Nishikori, il a pas de plan B. Mon fils, lui, c'est 4 mètres derrière ma ligne et je remets. Dominique Thiem, si un peu. Berdych, j'en parle même pas. Et Goffin, à la limite. Goffin, je préférerais le voir plus haut. J'aurais aimé qu'il soit au Masters. Il va être dans la course, il va pas être loin. Ça va se jouer à pas grand chose. Je pense qu'il ira pas. Mais on avait quand même un tennis qui était beaucoup plus varié en 2005. Quand je regarde le top 10 de 2005, vous avez un gros serveur, Roddick, vous avez des spécialistes de terre, Gaudio, Coria, Nadal. Vous avez le plus beau joueur de l'histoire, Federer. Et vous avez des joueurs super intelligents, Davydenko, Nalbandian, Agassi. Et un autre gros serveur, Lubicic. Donc voilà. Donc aujourd'hui, le niveau du top 10 sur cette année, il est quand même pas tip top. Il y a des joueurs, sincèrement, j'espère qu'ils vont pas rester dans le top 10 longtemps. Je pense surtout à Raonic, parce que à regarder, quand on aime le tennis, c'est compliqué. Hein. Franchement, moi qui aime le tennis, qui aime le beau jeu, je suis fan de Rafa, mais je me régale devant Federer, hein, je vais pas le cacher. C'est pas parce que je suis fan de Rafa que je vais être automatiquement anti-Federer, anti-Djokovic ou toutes ces bêtises. Quand je regarde ce top 10, franchement, des joueurs qui me font rêver, mis à part Rafa évidemment, il y a Murray, Djokovic et les autres ils m'ennuient. Il n'y a que Goffin qui m'intéresse dans ce top 10 là. On est dans un tennis où il n'y a plus de tactique. Rafa et Tony en parlent souvent, ils sont souvent critiqués. Mais à mon sens, ils ont raison, parce que dès qu'on n'aura plus Djoko, dès qu'on n'aura plus Murray, ça voudra dire que Federer et Nadal vont arrêter évidemment. Notre futur top 10, ça va être Kyrgios, ça va être Kokinakis, ça va être Raonic, John Isner, s'il est encore là, ça va être ce genre de tennis là. Il n'y aura plus Nadal, il n'y aura plus Federer, il n'y aura plus Djoko, il n'y aura plus Murray. Franchement, je pense que le tennis de la génération d'après, c'est pas un tennis qui va m'intéresser. Je pense que c'est un tennis que je vais pas beaucoup regarder. Pour être tout à fait honnête, moi je regardais le tennis quand j'étais petit, j'étais fan de Sampras. J'aurais dû être fan de Federer d'ailleurs, peut-être. Mais je trouvais qu'il copiait un peu trop son style de jeu. J'étais fan de Sampras. Quand Sampras s'est arrêté, j'ai plus trop regardé le tennis parce que derrière, il n'y avait rien qui m'intéressait. Et j'ai recommencé à m'intéresser au tennis quand Rafa est arrivé. Je l'ai pas suivi dès 2005. Je vais être honnête, le 2005, j'avais pas regardé Roland-Garros. Moi, je l'ai vu à partir de l'année d'après, Monte-Carlo 2006. C'était un match contre Coria. C'était peut-être Rome 2006. Un match contre Coria en 5-7, absolument incroyable. Donc voilà, franchement, au niveau du top 10, c'est quand même super inquiétant. Le Masters, en fait, quand je regarde la feuille, là, ouais, je suis en train de regarder la feuille, j'ai juste les deux classements, en fait, 2005 et 2016. Quand je regarde les 8 qui vont y aller, franchement, on va pas se régaler au Masters, les copains. Franchement. J'espère que Murray et Djoko vont être en forme et que Wawrinka nous fera un gros Masters et qu'ils vont nous sauver le Masters parce que sinon ça va être pourri. Le petit côté positif, finalement, c'est que mon fils, au moins, il va nous apporter du spectacle. Il est capable de gagner des matchs, hein. Attention, hein, je dis pas qu'il va pas gagner des matchs. Ça va dépendre de sa poule. Il est clairement, vu le niveau de ce Masters-là, qui va être
plus mauvais Masters depuis 15 ans en termes de niveau de jeu. Clairement, je le dis, je le pense, hein. Il n'y a aucun souci là-dessus, hein. Sincèrement, vous regardez les 10 derniers Masters qu'on a eu, le niveau c'était autre chose. C'est autre chose que ça, hein. Je parle pas des niveaux des meilleurs, parce que Federer, Djoko, Murray, ça bouge pas, c'est toujours présent, il n'y a pas de souci. Donc Djoko et Murray vont nous sauver le Masters. Mais derrière, sincèrement, moi si on m'avait dit un jour, ouais, tu vas aller voir, tu regarderas un match au Masters et ça peut être un Monfils Raonic, eh ben j'aurais dit, ben allez pas au Masters les copains. Parce que franchement, Raonic Monfils, vous pouvez avoir un Nishikori Team au Masters. C'est quand même censé être la réunion des maîtres, le tournoi, le super tournoi de l'année quand même, où on réunit les 8 meilleurs joueurs du monde et on en fait un tournoi qui est censé être un tournoi super intéressant. Donc le Masters, là sur le papier à l'heure actuelle, il fait pas rêver, franchement. Franchement. Ce qui va nous sauver, ça va vraiment être savoir ce qui va se passer entre Djoko et Murray. Ça va être vraiment la seule chose. J'espère qu'ils vont pas arriver trop cramés, surtout Murray. Djoko, il s'est pas mal reposé là depuis quelques temps, donc ça devrait être, pour lui, il devrait pas y avoir de soucis. Mais ça va pas être top. Ça va pas être top, et moi surtout je m'inquiète pour l'avenir du tennis. Clairement, Rafa il va faire encore 2 ans, Federer il fera encore 2 ans, Djoko et Murray ils feront 3, peut-être 4. 3 peut-être 4, dans 4 ans Djoko il aura 33 ans, avec son style de jeu, je pense que ça sera compliqué d'aller plus loin. Murray, je pense que ça va être à peu près pareil. Derrière, quand on regarde ce qu'on a, ben, chez les jeunes, ouais, Lucas Pouille, bah, je dis pas qu'ils sont pas bons les mecs, mais je dis qu'il n'y a aucune créativité. Le seul aujourd'hui qui crée du tennis et qui nous peut donner du plaisir chez les jeunes, il s'appelle Benoît Paire, mais il n'a pas de cerveau. Hein, donc c'est réglé. Le gars est génial, il a un tennis, il a un talent, c'est un gâchis incroyable ce mec. Il a un talent de fou, des fois il va nous sortir des matchs complètement dingues avec un niveau de fou, et le lendemain il va se trouver, il va prendre 0 et 1, et tu sais même pas pourquoi. À part lui qui crée du tennis, ouais, si vous avez Zverev. Les deux d'ailleurs, Misha, bon c'est un ancien, hein. C'est clairement pas lui qui va nous révolutionner le tennis dans les années à venir. Mais son petit frère, pourquoi pas. Kokinakis, c'est chiant. Kyrgios, c'est chiant. Ce qui est intéressant chez Kyrgios, c'est de se dire est-ce qu'il va péter un câble, est-ce qu'il va insulter quelqu'un, est-ce qu'il va parler du fait que qu'un tel a couché avec la femme de Wawrinka. C'est le seul intérêt, le seul suspense, il est là. Savoir combien de milliers d'euros d'amende il va prendre, est-ce qu'il allait voir son psy, pas son psy. Parce que tennistiquement, c'est circulé, il n'y a rien à voir. Je serre, je tape fort et puis voilà. J'ai pas de cerveau non plus. Voilà, donc il y a un vrai débat. Je lisais une interview assez intéressante de Juan Carlos Ferrero qui disait que derrière, il trouvait qu'il y avait une grosse génération de tennisman qui arrivait. Bah, j'aimerais bien discuter avec lui, s'il a 5 minutes. Je parle espagnol, donc il n'y a pas de souci. Pour qu'il m'explique, parce que je pense que ça va être la discussion, elle va être assez rapide. Parce que moi derrière, je vois personne. Je suis désolé, je vois personne. Il n'y a aucun joueur de 16, 17 ans, 18, 20, 22 qui peut arriver au 10e de ce qu'ont fait Nadal, Federer, Djokovic et Murray. Voilà, parce que la question elle est vraiment là. On vient d'avoir l'âge d'or du tennis. Quoi qu'il arrive, est-ce que le plus grand c'est Federer, est-ce que c'est Djoko, est-ce que c'est Rafa? Franchement, on s'en fout. Moi, j'ai envie de dire que les trois, ils ont amené ce sport dans une nouvelle dimension. Ils ont créé une rivalité incroyable. Murray, je le mets un cran en dessous parce qu'il a beaucoup moins gagné en Grand Chelem, mais il a participé à ce Big Four. Un Big Four qui a tout mangé pendant quasiment 10 ans, qui était, moi j'appellerais plus un Big Free avec Nadal, Federer, Djoko, mais voilà, derrière. Après, le côté positif, quand on y réfléchit, c'est que derrière on va avoir des vrais suspens, c'est-à-dire qu'on va arriver sur les tournois, on aura vraiment 4, 5, 6 potentiels vainqueurs. Aujourd'hui, des vainqueurs quand vous arrivez en Grand Chelem depuis 2-3 ans, il y a 3 vainqueurs possibles, c'est soit Nadal s'il n'est pas blessé, soit Djoko, soit Murray. Voilà, il y a eu la surprise Silic. Il y a Wawrinka qui nous a créé des magnifiques surprises en Australie, où il a profité d'un Nadal blessé, mais bon, il allait chercher son titre, il l'a pas volé, à Roland Garros et à l'US Open. Voilà. Wawrinka qui pourrait écrire l'histoire l'année prochaine si jamais il n'a gagné Wimbledon. Sur gazon, je ne le vois pas gagner, pour être honnête. Voilà. Donc voilà, donc un niveau du top 10 qui est vraiment, vraiment affligeant. Et là, je regarde de nouveau la liste de 2005 et je me dis qu'en 2005, le tennis, c'était quand même vachement mieux que ce que c'est aujourd'hui. Là, c'est pareil. N'hésitez pas à me donner vos avis. Moi, je sais que par exemple, en 2005, un de ceux qui m'a réconcilié avec le tennis avant Rafa, c'était Marat Safin. Complètement fou.
Vous me direz, c'était pas en QI tennis, c'était pas le mec le plus intelligent de la Terre non plus. Mais il tapait très fort. Je pense qu'il irait bien dans cette génération. Mais au moins, il avait du caractère, il proposait quelque chose. Il était ultra puissant pour l'époque, un vrai charisme. Il y avait quelque chose. Euh, voilà. Dans la prochaine génération, côté russe, on n'a rien qui arrive. C'est assez surprenant. Les Russes ont toujours été très très forts en tennis. Ils nous ont toujours proposé des grands joueurs normalement. Et là, ils ne proposent rien. Ils ne proposent rien du tout. Donc, ouais, assez surprenant. En Espagne, pareil, on n'a pas de relève qui arrive. En France, on a Lucas Pouille qui va nous sauver un peu tout ça. Mais à part Lucas Pouille, on n'a rien qui arrive. À part Lucas Pouille, on n'a rien du tout. Et dans les autres pays, c'est un peu pareil. En Serbie, il n'y a personne. En Serbie, on avait le jeune Koric qui était annoncé comme un futur crack. Et au final, il a un peu fait pchit. C'est un mini Djokovic, mais qui fait tellement tout beaucoup moins bien que Novak que du coup, son jeu fait mal à personne. Voilà, parce qu'il a pas l'intelligence tactique de Djokovic, il a pas le coffre physique de Djokovic, et tennistiquement, il fait tout beaucoup moins bien, donc voilà, c'est pareil. En Royaume-Uni, on n'a rien. Allemagne, il n'y a rien. Bah si, il y a Zverev, autant pour moi. Ouais, pas grand-chose qui arrive derrière. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me donner vos avis, et toujours si vous avez un sujet que vous avez envie que j'aborde, un joueur en particulier, un peu que je développe tactiquement sur Rafa, une rivalité en particulier que vous vouliez que j'analyse, un match qui vous a marqué dans la saison que vous vouliez voir analyser, voilà, et toujours pareil, si vous avez envie d'entendre parler d'autre chose que de tennis, d'autre chose que de Rafa, bah, n'hésitez pas, et avec grand plaisir. Donc du coup, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de quand vous voyez la vidéo, et à très vite sur le blog. Bonne soirée à tous, bisous.